dans chaque commissariat, il y a au moins une voiture de sapeur garée. C'est ça le problème. Il faut qu'une voiture doit être garée au 13e. Quand ça attaque à 14, la voiture quitte là pour aller éteindre à 14. Et non que la voiture quitte d'Engodi avec les embouteillages, avec tous les embouteillages, pour venir éteindre le feu à PK13. Quelque part, pour moi, ils n'ont pas tort. De feu avait déjà entièrement consumé 3 boutiques, dont l'une était spécialisée dans la vente des pièces de réchange automobile, l'autre dans le commerce général et la troisième, une menuiserie, toute réduite en cendres. Il y a eu beaucoup de coussins, des chaises qu'on a habillés, les chaises. Par exemple, le soir, comme ça, on ramasse tous les coussins, on met dedans et on couvre les eaux. Il y a beaucoup de canapés qui étaient en haut, qu'on a eu beaucoup de pertes. Même une avance du client qui m'a donné, j'ai laissé dans la bille, j'ai accroché en haut, le feu a tout brûlé. J'ai perdu beaucoup de choses. C'est une vente de pièces détachées de voitures. Bon, j'ai perdu au moins 4 millions là-dedans. Par exemple, on ne peut pas tout citer. C'est les pièces de vente, c'est une vente de pièces de voiture. Et à l'origine de cet autre incendie, les victimes évoquent la thèse d'un éventuel court-circuit. Il y a les gens de la sonnette sont venus changer notre poteau là, ils n'ont pas pu arranger ce qui fichait sur la maison. Il faut monter sur le fil de la toiture. Le temps d'arriver là, je n'avais plus, il n'y avait plus moyen d'ouvrir l'atelier. Donc c'est comme ça s'est brûlé. Et si ça s'est brûlé, c'est à cause de la sonnelle. Parce qu'ils ont changé le poteau-ci, ils n'ont pas changé ce poteau-ci. Ils ont changé les 2 poteaux et puis les têtes brûlées. Ils n'ont pas changé. J'ai perdu les millions. J'ai perdu les millions à cause de la sonnelle. Vous même croyez, j'ai tout perdu. J'ai perdu plus de 10 millions à cause des néons. C'est donc des opérateurs économiques sinistrés, très désemparés, cette nuit du lundi mémorable, au quartier PK13, face commissariat à Douala. C'était donc le désarroi de plusieurs opérateurs économiques qui, une fois de plus, ont tapé la main face à la société en charge de l'énergie électrique au Cameroun. Et puis, parlons à présent de l'effondrement d'un immeuble en construction au lieu dit Toumaka, dans l'arrondissement de Babadjo, région de l'Ouest Cameroun, département des Bamboutos. Cet effondrement a coûté la vie à une personne, faisant de graves blessés qui ont eu la vie sauve grâce à la participation de la population. Les blessés sont des ouvriers de cet immeuble en construction. Zobel Apollinaire Bom et Rostand Dikfo nous racontent les faits. Des ouvriers coincés dans les décombres et des personnes qui s'activent à les faire sortir, c'est le spectacle inhabituel qu'ont vécu les habitants du village de Toumaka ce mardi matin à la suite de l'effondrement de cet immeuble en sentier. Grâce à la détermination des populations, 2 ouvriers ont pu être extirpés de ces décombres, mais l'un d'entre eux a malheureusement rendu l'âme sur le chemin de l'hôpital. Le 3e n'a pu être sorti que grâce à l'enzon d'une entreprise en charge de la construction de routes à l'arrivée des sapeurs-pompiers. Le seul survivant de cet incident pointe un doigt accusateur sur le propriétaire de cet immeuble qui aurait exercé une pression énorme sur les travailleurs. Quand on fait la dent, on fait souvent 1 mois et demi avant d'entamer les travaux sur ça. Lui, il nous dit qu'il est pressé, il faut qu'avant la fête de Noël, on aurait déjà fini tous ces travaux. Donc, on a fini la dalle, c'était un mardi. Sans même faire 5 jours, il nous avait pressé, parce qu'on a recommencé les travaux en haut de la dalle, sans hésitation. Donc, jusqu'à présent, il est dit toujours en train de nous presser. Mais on dit que bon, pour la deuxième dalle, il faut qu'on aille chercher les piquets pour faire les pêches. Il dit qu'on va enlever ce qui est à terre, ce qu'on avait fait les premiers pauses, pour faire la deuxième dalle. C'est quand les gens voulaient enlever que le drame s'est posé. Le drame qui s'est produit dès les premières heures de cette matinée du mardi 20 octobre 2020 a rendu lourde l'atmosphère dans le village Toumaka.
Et parlons à présent d'un autre incendie qui s'est déclenché dans la ville de Bamenda, région du nord-ouest Cameroun. Un incendie qui a ravagé une partie de la commande, une partie du poste de commandement du groupement de la gendarmerie territoriale de la région. Les flammes qui ont consumé une bonne partie de cette unité de commandement, le dit Up Station, étaient dues au retour brusque de l'énergie électrique et non pas à une attaque séparatiste comme le pensait bon nombre de personnes. D'ailleurs, le ministre délégué à la présidence en charge de la défense a tenu à le préciser dans un communiqué. Suivons le reportage de Jean-Germain Edna qui nous en parle. Aucune main criminelle tapie dans l'ombre à l'origine de l'incendie du vendredi 16 octobre 2020 dernier au poste de commandement du groupement de gendarmerie territoriale de Bamenda dans la région du nord-ouest Cameroun. Contrairement à une certaine opinion qui a tout fait d'attribuer l'incident du lieu dit Up Station aux combattants séparatistes qui sèment panique et terreur dans les deux régions dites anglophones. Le ministre délégué à la présidence, chargé de la défense, a battu en brèche toutes ces allégations et parle plutôt d'un incendie d'origine accidentelle dû au retour brusque de l'énergie électrique dans la ville de Bamenda. Dans un communiqué de presse rendu officiel ce lundi 19 octobre 2020, Joseph Betty Assomon évoque un retour brusque du courant ayant entraîné un choc au niveau du compteur qui alimente le bâtiment sinistré. Selon les premiers éléments de l'enquête, il ne s'agit donc guère d'un incendie criminel par rapport à la situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie du pays, laquelle d'ailleurs, au demeurant, est en nette amélioration depuis le lancement officiel de l'opération Bamenda Clean. Plus de peur donc que de mal. Parlons cette fois-ci de politique dans ce journal pour nous intéresser aux prochaines élections régionales du 6 décembre 2020. Le Conseil électoral fait le point des décisions rendues par le tribunal administratif à travers le pays. La session de plein droit de ce mardi a aussi permis d'évaluer les préparatifs du scrutin qui concourent à la mise sur pied des conseillers régionaux. Frédéric Moutomé. La 4e session du Conseil électoral d'élections Cameroun en vue des élections régionales du 6 décembre 2020 prochain s'est tenue ce mardi en son siège à Yaoundé. Cette assise de plein droit était consacrée principalement à l'examen et à l'adoption des décisions des tribunaux administratifs suite au contentieux préélectoral lié à ce scrutin. L'équipe conduite par Eno Abraham du Conseil électoral a tablé sur 10 dossiers, soit 9 listes de candidatures représentant les deux catégories de collèges électoraux, à savoir le commandement traditionnel et les conseils municipaux, ont été réhabilités ou corrigés par le Conseil électoral d'élections Cameroun et une liste de partis politiques. Ainsi, en termes de réhabilitation, dans le littoral, précisément dans le Vouri, la liste de l'UPC est de nouveau en compétition. Dans le nord-ouest, département du Mboui, commandement traditionnel, la liste de Sa Majesté Wiba Patrick est réhabilitée. Même son de cloche à l'ouest pour la liste de Sa Majesté Tsidze Gabriel dans la Ménois. En termes de correction, à l'extrême nord du Cameroun, la liste de Sa Majesté Adamou Mati dans le Mayo Danaï est corrigée. C'est également le cas de Sa Majesté Kazi Maïna dans le Mayo Kani. Dans le sud, Vallée d'Unten, la liste du Rassemblement démocratique du peuple camerounais est aussi corrigée. Dans le même temps, à l'océan, la liste de Sa Majesté Oye Dominique connaît aussi une correction. Dans le sud-ouest du Cameroun, 2 corrections sont faites. Tout d'abord dans le FACO avec la liste du RDPC et celle du commandement traditionnel, conduite par Sa Majesté Monono Etina Emmanuel. Au regard des verdicts de ce contentieux préélectoral, le Conseil électoral se félicite de la qualité du travail abattu par les cadres régionaux d'élections Cameroun, experts juristes formés par la Direction générale des élections pour défendre énergiquement les décisions du dit Conseil devant les différentes juridictions compétentes à travers le triangle national.
En somme, le directeur général des élections, le docteur Eric Essousset, en cette circonstance, a saisi l'occasion pour assurer l'opinion publique nationale et internationale sur le niveau d'avancement assez satisfaisant des préparatifs liés à la disponibilité du matériel électoral le 6 décembre 2020, jour du déroulement de ces élections des conseils régionaux à travers le pays. Télécommunications après l'annonce hier d'une pause sur la collecte des taxes téléphoniques par le biais d'un communiqué rendu public par le secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngongo. Certains observateurs ont tenu à donner leurs avis et d'ailleurs ils pointent même un doigt accusateur envers les élus de la nation. Ils se sont donc exprimés au micro de notre reporter Jean-Marie Onambélé. Regardons. Le secrétaire général de la présidence de la République a, à travers une lettre adressée au secrétaire général des services du Premier ministère, demandé le sursis de la collecte des taxes sur le téléphone, le temps de voir plus clair sur les modalités de paiement. Une nouvelle qui arrive comme un happy end pour certains observateurs avertis. C'est un soulagement parce qu'on a quand même l'impression qu'avec cette mesure-là, on sort de ce qui se trouvait être déjà une espèce d'imbroglio. Et il faut dire que l'impression qu'on a, c'est que les ministres, pour parler des ministres qui ont essayé d'implémenter cette loi, il est clair qu'ils n'ont pas consulté toutes les parties prenantes, ce que les anglo-saxons appellent stakeholders. Puisque en réalité, dans cette mesure, le gouvernement essayait d'utiliser le client, le consommateur final, comme une chaîne de recouvrement d'une taxe ou d'un impôt ou d'une redevance. Et je pense que si on veut le faire, il faut à ce moment-là associer toutes les parties prenantes, leur expliquer ce qu'on essaye de faire, leur expliquer, voilà, il y a cette loi qui dit ceci. La loi sur la collecte des taxes sur le téléphone, après son implémentation avortée, a donné une occasion à l'opinion publique de pointer un doigt accusateur sur les députés et autres élus de la nation qui volent les lois. Des membres du Parlement qui ne sont pas à indexer de l'avis de certains membres du parti au pouvoir. Il y a un exemple qu'on va dire que dans son bruit. Bon, c'est un exemple patent qui est là et qui a des explications plausibles. Donc on ne peut pas remettre le travail de député en cause parce qu'il y a eu certains cas. Nous sommes en train de repréciser qu'il s'agit d'une loi qui est fondée, mais qui n'a pas été suffisamment expliquée aux populations, parce qu'en fait c'est les populations qui ont réagi maintenant. Au niveau des députés, ils avaient compris le sens de la loi, et en tout cas une lecture pas exacte de ce qu'on vient de dire, ça veut dire que les députés ne savent pas ce qu'il y a dans les lois. Les lois, avant d'être promulguées, sont d'abord soumises à l'Assemblée, ça veut dire qu'on appelle projet de loi. Et à partir du projet de loi, on étudie les avantages et les inconvénients. Dans le cas d'espèce, même l'opposition qui est en train de décrier la chose a dit qu'il ne faut pas supprimer ces taxes. Au demeurant, la collecte des taxes sur les téléphones reste une bonne chose. Il y a des Camerounais qui font l'importation. Ça ne regarde pas le Camerounais lambda. Parce que le Camerounais lambda paye les impôts depuis. Et ils ne savent pas parce que ceux-là qui vendent les pièces, les téléphones, mettent ces taxes dedans pour dire qu'ils payent les impôts. Alors, l'État veut sécuriser ce secteur parce que c'est un secteur porteur de beaucoup de projets. Aujourd'hui, on ne va plus au cyber, on ne va plus dans les machins. Avec son portable, on peut tout faire. Après l'annonce de la pause, reste à voir si les prochaines modalités vont être acceptées de tous. Parlons à présent de budget d'investissement public et rendons-nous dans la région de l'Ouest Cameroun. Les membres du comité de suivi d'exécution et d'évaluation des budgets d'investissement public se sont réunis en conclave dans la ville de Bafoussam. Objectif, évaluer le taux de réussite de ces projets pour le 3e trimestre 2020. Suivons ce reportage. Rendu au terme du 3e trimestre de l'année budgétaire 2020, le taux d'exécution physique des projets budget d'investissement public du département de la MIFI tourne autour de 70% contre 42% d'engagement financier. Un taux qui aurait pu être reluisant,
n'eût été les difficultés rencontrées. Comme difficulté majeure que nous avons rencontrées au cours de l'exécution de ce projet dans le département, il faut dire que nous avons les fortes pluies qui s'abattent sur le département, qui empêchent que certains projets d'entretien routier s'exécutent normalement sur ce terrain. La présidente du comité de suivi de l'exécution du BIP dans le département de la MIFI invite tous les acteurs de la chaîne d'exécution de ces projets à accélérer leur réalisation et ce, dans les règles de l'art. J'invite les acteurs à s'impliquer davantage pour qu'on puisse atteindre les 100% avant la fin d'année. Bon à savoir, pour cette année budgétaire 2020, le département de la MIFI a bénéficié d'une dotation globale d'1,19 290 000 francs CFA pour la réalisation de 46 projets, dont 8 à gestion départementale et 38 à gestion communale, répartis entre la commune urbaine de Bafoussam et les communes de Bafoussam 1er, 2e et 3e. Merci à vous, Patrick Ngouagnan. Et toujours en économie, mais cette fois-ci à Garoua, la communauté urbaine de la ville affiche un taux d'exécution des recettes et dépenses satisfaisants pour l'exercice allant du 1er janvier au 31 août 2020. C'est donc l'information majeure qui ressort de la 3e session ordinaire de la communauté urbaine de la ville de Garoua. Patrick Ngouagnan pour les détails, Seydou Fonzi. Les grands conseillers de la communauté urbaine de Garoua ont procédé à l'examen à mi-parcours du budget 2020 pour la période allant du 1er janvier au 31 août 2020. C'était au cours de la 3e session ordinaire du conseil de la communauté urbaine de Garoua. Donc malgré l'environnement de la pandémie, je crois que beaucoup d'efforts ont été faits pour que le recouvrement des recettes soit bien fait et qu'on arrive à ce pourcentage de 62 au mois d'août 2020. Et s'agissant des projets prévus, nous avons pratiquement passé tous les marchés et ces projets sont lancés et la plupart sont en cours d'exécution. Durant ces travaux, 10 délibérations ont également été apportées par les grands conseillers de la communauté urbaine de Garoua, portant notamment sur la réorganisation de la gestion du transport urbain à travers la signature d'un contrat d'accord avec une société de transport. A signé une convention, un contrat avec le partenaire Favida qui va accompagner les femmes et les jeunes dans tous les quartiers de la ville de Garoua. Monsieur le maire. Mais également, nous avons la délibération liée à la relance des activités du festival de la ville de Garoua. Ce sont des activités dont le dernier festival a eu lieu en 2006, donc j'ai voulu relancer cette activité culturelle dans la ville de Garoua. Donc les conseillers m'ont autorisé à le faire. Présent lors de cette session, le préfet du département de la Benue, Oumarou Amawabi, s'est réjoui du taux d'exécution croissant du budget. Du côté des brasseries, une grande partie de ce tronçon qui avait été réhabilité, qui est en train encore d'être complètement dégradé. Donc il faut donc mettre l'accent là-dessus. Et nous avons également ce problème d'éclairage. La ville périphérique est en partie éclairée, l'autre partie pas éclairée. Je voudrais donc vous inviter, surtout les axes, les quartiers qui font face à des problèmes d'insécurité. Du carrefour 7 au carrefour 8 ou jusqu'au niveau de la station Tradex à la sortie de la ville. Mais je voudrais vous inviter, monsieur le maire, à privilégier. Nous aurons des soucis dans les prochains jours relativement au problème de l'électricité. Il n'a pas suffisamment plu. Il faut donc mettre l'accent sur certains quartiers et nous implanter l'énergie, les panneaux solaires, pour qu'on puisse profiter de ce qui est en train d'être fait. Il était plus que temps que la ville de Garoua retrouve sa splendeur d'antan. C'est donc une très bonne nouvelle pour les populations de la ville de Garoua ainsi que pour les autorités administratives qui ont invité les populations ainsi que les membres de la communauté urbaine à ne pas dormir sur leur laurier mais plutôt à travailler pour l'amélioration de ces résultats. En éducation, le personnel du ministère de l'enseignement secondaire pour le département du Mungo s'est réuni dans le cadre des activités liées à la rentrée scolaire 2020-2021. C'était au cours d'une réunion tenue à Léniège, présidée par le préfet du département du Mungo et coordonnée par le délégué régional du ministère de l'enseignement secondaire pour le dit département. Reportage.
C'est autour de cette table, située dans l'enceinte de l'Eniège, de Nkosamba, département du Mungo, que s'est tenue une réunion de concertation relative aux grandes lignes des activités qui vont ponctuer la rentrée scolaire 2020-2021. À ce rendez-vous, le personnel du ministère des Enseignements secondaires pour le Mungo, dirigé par le délégué départemental, ainsi que les acteurs de la chaîne de supervision pédagogique liée à l'usage de la nouvelle feuille de route. La séance de travail était dirigée par le préfet du Mungo. Il s'est donc s'agit de dresser un bilan de l'année scolaire écoulée et de s'approprier des instructions qui devront servir d'orientation dans la gestion administrative, pédagogique et financière des différents responsables des enseignements secondaires dans le département. Désormais, il faudra assurer une offre éducative de qualité inclusive et équitable pour une année scolaire sans coronavirus. À cet effet, plusieurs recommandations ont été données sur le plan administratif, comme l'amélioration des résultats pour cette nouvelle année scolaire. D'améliorer le résultat. Nous avons d'abord un résultat que nous avons obtenu, n'est-ce pas, à la fin de l'année scolaire 2019-2020, malgré la perturbation de la crise sanitaire. Mais nous sommes allés jusqu'à la fin du plan composé. Et nous avons retenu des pourcentages que nous allons améliorer pour l'année scolaire 2020-2021. Et ce n'est pas tout. Dans le domaine sanitaire, une panoplie de mesures ont été prises et devront être respectées. Le plan sanitaire, la hiérarchie nous demande de respecter les mesures barrières, de continuer à respecter les mesures barrières dans nos différentes structures. Ces mesures sont le porte systématique de masse par les enseignants et par les élèves. Et nous avons aussi le lavage de mains. Les fontaines, n'est-ce pas, doivent être placées à l'extérieur des salles de classe, le sang ou bien le savon, la prise de température et le respect aussi de la distanciation sociale. Rappelons que sur le texte destiné aux membres de la communauté éducative à implémenter, les effectifs par salle de classe sont arrêtés à 50 élèves pour respecter le principe de distanciation. Pour les établissements avec des effectifs pléthoriques et moins de salles de classe, il leur a été demandé de procéder à la mi-temps. Ces établissements secondaires du Mungo en sont concernés, ajoutés aux recommandations précédentes afin de pallier aux heures en plus sur la mi-temps pour les enseignants. Les cours à distance et aussi le respect des quotas d'heures aux enseignants seront de mise. C'est donc des recommandations qui devront également être respectées dans les autres établissements scolaires sur l'étendue du triangle national. Et en culture, les artistes musiciens étaient en conclave au quartier d'Eido à Douala. L'objectif de cette rencontre, préparer efficacement et minutieusement l'Assemblée générale qui se tiendra le 24 octobre 2020 prochain. L'objectif était également de préciser le point de vue du RAMCA quant à l'amélioration du cadre de vie des artistes musiciens ainsi que du droit d'auteur. Frédéric Moutomé et Patrice Foucault ont participé à cette rencontre de bout en bout. Seigneur, tes enfants sont à bout de souffle. Réunis à Douala sous la bannière du RAMCAM, il s'est agi pour ces artistes musiciens de discuter autour de la problématique de l'Assemblée générale de la SONACAM prévue pour le 24 octobre 2020 prochain. On peut dire qu'il y a réunion des artistes par rapport à l'Assemblée générale qu'on aura à Yaoundé le samedi 24 octobre. J'ai trouvé bon de venir me renseigner et savoir de quoi est-ce qu'il est question. Pour moi, c'est une belle opportunité de partager ce moment avec mes collègues artistes. Durant ces assises, dont l'importance n'est plus à démontrer autour de cette Assemblée générale, la question du voyage et de la sécurisation de ces artistes a été posée avec acuité, avec une perspective de solution. Monsieur le ministre a demandé aux artistes de la région du littoral qui prendront part à l'Assemblée générale du 24 prochain d'être disciplinés, de faire preuve de patriotisme. Par ailleurs, il leur assure de certaines dispositions et certaines disponibilités qu'il met en place pour leur faciliter leur arrivée et leur participation onéreuse à cette Assemblée générale. Occasion aussi autour du délégué régional des arts et de la culture d'amender les textes constitutifs de la Société nationale du droit d'auteur, textes qui seront d'ailleurs au cœur de l'Assemblée générale de Yaoundé. Donc il était important qu'on réunisse les artistes pour qu'ils prennent connaissance des tests qui vont être
qui vont être amendés le 24 samedi, et aussi pour prendre des avis. D'ailleurs, en perspective de ces travaux du 24 octobre 2020, le RAMCA, qui vise à mettre ensemble les artistes autour d'un idéal, se propose d'être un porte-voix dans la perspective de l'amélioration du cadre et des conditions de vie des artistes. Et nous travaillons en étroite collaboration avec d'autres associations partenaires et la tutelle. Donc je pense qu'aujourd'hui, le RAMCA est en train de jouer un rôle important dans le droit d'auteur, et notre vision, c'est de voir que les choses aillent dans le bon sens. Et au moment où les artistes de Douala, de tous les bords, se mobilisent, un espoir peut être permis. Nous espérons avoir des tests fondamentaux dignes de ce nom et les statuts qu'il faut, le code électoral qu'il faut, le règlement général, et puis aussi nous espérons avoir le bilan des 3 années de la gestion de la SONACAM, et puis à partir de là nous allons également décider sur la forme juridique de la société qui sera mise sur pied. Il y a eu beaucoup de manquements par rapport à l'ancienne équipe qui était là de la SONACAM. Nous espérons simplement qu'à partir de samedi, on va trouver des bonnes personnes, on va trouver une bonne équipe qui, enfin, va nous permettre de toucher nos droits d'auteur et qui va nous permettre de vivre de notre art. Réunis à Douala, non loin des berges du fleuve Vouri, l'on attend de voir ces artistes musiciens et autres auteurs-compositeurs d'unir leurs voix et d'accorder leur violon pour un idéal commun, celui d'une nouvelle ère et d'une nouvelle page de l'histoire de la musique du Cameroun au soir du 24 octobre 2020 prochain. Ok, bon voilà. National. Rendons-nous donc au Sénégal, où le pays est désormais cité dans le top 10 des pays les plus touchés par le chômage au monde. Le rapport est issu, l'information est issue d'un récent rapport de l'Organisation internationale du travail. Les détails avec nos confrères d'Africa 24. Dans un récent rapport de l'Organisation internationale du travail, le Sénégal est classé dans le top 10 des pays les plus touchés par le chômage au monde. Selon les experts, le pays serait confronté à des défis en matière d'éducation, de soins de santé, d'épuisement des ressources et de développement économique. Une déclaration que le directeur général de l'Agence nationale de la maison de l'outil, ANAMO, a démenti en apportant des précisions sur les chiffres. Nous devons ajouter à cette définition donnée par la Banque mondiale d'autres facteurs à prendre en compte dans l'analyse du chômage, comme la compétence technique, le rapport au travail, la définition du chômage et de ce qu'est la main-d'œuvre disponible à travailler varie, toutefois selon les pays. Et le calcul peut également être influencé par de nombreuses variables. Les autorités de l'Agence nationale de la maison de l'outil affirment que le seul classement crédible trouvé sur le site du Bureau international du travail, classant les pays les plus touchés par le chômage, place le Malawi en tête, suivi de l'Afrique du Sud et du Kosovo. Je pense qu'il faut voir là plus une différence en termes de critères établis, c'est-à-dire que l'OIT considère qu'à partir de 35 heures travaillées par semaine, on peut être considéré comme actif, alors que les instituts sénégalais prennent des critères un peu plus souples. On peut penser à 30 heures ou 25 heures par semaine. Et aussi, il y a d'autres critères, notamment l'inscription sur les sites ou l'inscription sur les listes d'emploi. Si on considère qu'on n'est pas inscrit sur les listes d'emploi, on est déjà considéré comme étant un chômeur. Est-ce qu'on est en recherche active d'emploi ou pas? Donc il faut voir les critères établis par les différents instituts et l'OIT pour voir là des différences de critères objectifs et non pas des différences de valeur. L'ANAMO donne un taux de chômage de 16,9% au dernier trimestre de l'année 2019 et non 48% comme annoncé par l'Organisation internationale du travail. En Colombie, mobilisation des indigènes contre les violences qui les visent. Ils dénoncent donc les agressions dont ils sont victimes de la part des groupes armés et trafiquants de drogue. Reportage. En Colombie, des milliers d'indigènes ont manifesté ce lundi dans les rues de la capitale Bogota.
Ces Amérindiens sont venus essentiellement du Cauca, une des régions les plus affectées par la violence et le trafic de drogue. Et c'est justement ce qu'ils sont venus dénoncer sous les fenêtres du Parlement, place Bolivar. Le président Ivan Duque n'a pas souhaité les recevoir au prétexte que ce genre de rassemblement est dangereux en pleine pandémie de coronavirus. Alors symboliquement, les manifestants ont organisé son procès, l'accusant de nier les problèmes auxquels ils sont confrontés. On va résister, assure ce leader indigène. On restera là le temps qu'il faut. On sait bien que le combat sera compliqué, car le gouvernement refuse de se pencher sur nos problèmes. Mais on est déterminés. On restera jusqu'à ce que le président nous reçoive. On est là pour dialoguer avec lui. Depuis des décennies, les peuples indigènes mènent une lutte pour réclamer la restitution de leurs terres et la défense de leur culture. Dans la région du Cauca, ces revendications se heurtent aux intérêts de groupes armés et de cartels de la drogue. Fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Prenez rendez-vous à 21h dans le cadre du programme Tout au clair. Une présentation de Frédéric Moutomet. Comme à l'accoutumée, l'émission sera retransmise en direct sur la page LTM TV officielle. Restez donc en compagnie des programmes de votre chaîne. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain lorsqu'il sera à 19h45. Bonne soirée à tous.